Khalid Niamlaï est universitaire, écrivain et critique littéraire. Vous êtes né à Rabat en 1986. Vous avez vécu en France et en Angleterre avant de vous installer aux États-Unis. Vous êtes diplômé de l'école des mines. Ça veut dire que vous êtes ingénieur dans la gestion vous étiez donc dans la gestion de projets immobiliers à Paris et puis à Londres avant de changer de carrière professionnelle et de vous orienter dans le domaine académique. Vous avez ensuite fait des études de littérature à l'université de Paris 3, Sorbonne, Nouvelle, et puis à l'université d'Oxford en Angleterre, et vous obtenez votre doctorat en 2018. Vous intégrez l'université de Chicago en 2019 en tant que maître de conférences en littérature francophone. En plus de vos travaux académiques, vous avez publié 2 romans aux éditions Présence africaine, un roman étranger en 2017 et Évocation d'un mémorial à Venise en 2023, ainsi qu'un livre de poésie et de photographie, J'ai rencontré un cheval de mer, c'est le titre, et vous avez tous les talents puisque vous avez aussi traduit en arabe un court essai du penseur sénégalais Felwine Sarr, Habiter le monde, un essai politique de politique relationnelle. En 2022, j'en profite pour dire que vous êtes couronné de tous les prix pour ce roman. Vous avez donc gagné le prix Éthiophile pour ce roman, for a literary text, et excusez-moi, je vais lire en anglais, hein. Literary text in French from Africa, the Caribbean and the Indian Ocean. Finalist for the 2023 Prix Alain Spiès for a remarkable second novel. Intéressant comme catégorie. Finalist and special mention of the jury. L'important prix des 5 continents de la francophonie en 2024. Et finalement, et là après j'arrête, Finalist and special mention by the jury 2024. Prix Jésus Paradis for a remarkable second novel. Donc bravo et merci d'être là. Merci beaucoup. Je tiens juste, Florence, rapidement peut-être, puisque vous avez mentionné le petit livre de poésie, je dois mentionner quand même ma co-autrice. Oui. Parce que c'est j'ai fait c'est un tout petit livre de poésie et de photographie que j'ai co-écrit avec une amie universitaire et photographe qui s'appelle Rim Ken. Voilà. Et donc voilà, c'est une sorte de travail à deux. Voilà. Et qui était paru aux éditions La Place à Bruxelles. À Bruxelles, voilà. Donc, on parle du vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre motivation pour écrire ce roman? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Je suis très heureux d'être ici. Et comme disait Florence, c'est ma 2e rencontre avec l'Alliance française d'Oxford. C'est vrai que quand j'étais étudiant doctorant ici à Oxford, je ne venais pas souvent ici, dans ces locaux. Et donc 10 ans que je me suis bien rattrapé, depuis que j'ai quitté Oxford, je viens souvent. Voilà. Et non, voilà, pour revenir à votre question, chère Florence, en fait, l'idée de ce livre, elle est partie tout simplement d'une forme d'indignation personnelle, d'une forme de choc, de bouleversement, que j'ai eu quand j'ai appris la nouvelle en 2017 de la mort de ce jeune réfugié gambien, Pathé Sabali, à Venise. Et en fait, je pense que quand j'ai vu cette nouvelle dans les infos, ça m'a beaucoup touché, et ça m'a bouleversé, et je pense que le fait que ce soit passé à Venise m'a d'autant plus interpellé. Parce que quand on entend parler souvent des migrants, alors j'utilise pas ce terme, j'essaie d'éviter ce terme dans le roman, mais ici je l'utilise, mais je vais peut-être l'utiliser entre guillemets. Quand on entend parler des migrants, des réfugiés ou de ce qu'on appelle la crise migratoire, souvent on parle de la Méditerranée, de la mer Méditerranée. Mais là, il y avait dans ce drame, dans cet événement vraiment dramatique, quelque chose qui était lié à la ville de Venise. Le fait que ce soit passé à Venise, donc pour expliquer, ce jeune réfugié vivait en Italie, était déjà en Italie, et un jour, il prend le train et il va à Venise. Donc il se dirige à Venise, il arrive à Venise, à la gare, il enlève son sac à dos, il laisse son sac à dos à proximité d'un pont, et il se jette dans l'eau. Il se jette dans le grand canal.
Et là, il commence très très vite à se noyer sous les regards des passants, des touristes, des locaux, des étrangers, de tout le monde qui était là, présent à ce moment-là. Et en fait, je pense que j'ai commencé à écrire, ou à plutôt prendre des notes sur ces histoires, parce que je me suis dit, pourquoi lui, pourquoi Venise, pourquoi cet événement? Qu'est-ce que nous raconte cet événement sur notre époque, sur notre rapport à l'autre, sur comment on voit l'identité africaine, par exemple, en Europe, le corps africain en Europe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'il s'est jeté dans le Grand Canal, il y a eu à un moment donné des cris, donc des personnes qui ont commencé à crier, y compris des cris des personnes qui disaient « rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais là? Africa, Africa, Africa ». Et donc ça m'a beaucoup intéressé, en fait interpellé, d'essayer de travailler à partir de cet événement et de l'utiliser comme une porte d'entrée pour réfléchir sur les questions, bien évidemment, de l'indifférence, de l'impuissance, comme je disais tout à l'heure, le rapport à l'autre, la différence. Donc l'idée du livre est partie vraiment comme ça. Voilà. Alors peut-être avant de lire un extrait, je vais vous poser la question de... C'est vrai que ça commence comme ça, mais c'est surtout une histoire... pardon. Désolée, on a des cours en même temps, donc il y a une petite interruption. C'est une histoire d'exil. Vous dites dans le livre, il faudrait écrire l'histoire universelle de ces passagers ballottés, arrachés, entassés, alignés, expulsés, écrasés. C'est pas une citation exacte. Vous qui êtes professeur de littérature francophone, c'était peut-être difficile d'aborder ce sujet de l'exil de façon différente, parce qu'il y en a eu beaucoup, des récits. Comment vous avez décidé de parler de lui, pourquoi lui, et comment rendre votre histoire différente? Oui, bien sûr, c'est une question très importante. En fait, je pense... alors, de prime abord, en fait, je voulais utiliser quelque part, partir de ce cas particulier, de la trajectoire de ce réfugié en particulier, pour essayer de réfléchir de manière globale sur la migration et sur la question de l'exil, sur notamment l'expérience des jeunes Africains qui viennent vivre en Europe, la manière dont ils sont reçus, etc. Et alors, pourquoi lui en particulier? Alors, c'est vrai que quand on commence à écrire un livre, chère Florence, on ne sait pas si ça va aboutir, on ne sait pas si... Voilà. C'est vraiment une expérience qui se construit progressivement. Mais ce qui était important dans ce livre, c'est que très vite, en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai découvert qu'il y avait quelques indices troublants, ou du moins très intéressants. Je vais en donner un exemple. Ce jeune réfugié, Pathé Sabali, il était gambien, de la Gambie. Et en fait, la Gambie, je ne sais pas si vous connaissez ce pays, c'est un tout petit pays qui est enclavé dans le Sénégal, donc qui est à l'intérieur du Sénégal. Et quand on regarde la carte de la Gambie, qui est d'ailleurs un pays anglophone, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est un pays anglophone, enclavé dans le Sénégal, et la carte de la Gambie, en fait, est une carte qui se dessine suivant le fleuve Gambie. Il y a un fleuve, et la terre va tout autour. Donc l'eau, l'élément de l'eau, est extrêmement important pour ce pays, du moins pour sa géographie. Et alors quand on pense à Venise, bien évidemment, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'eau. Parce que Venise a un rapport extrêmement ambivalent, on va dire, avec l'eau, dans le sens où la ville est connue et célébrée grâce à l'eau, mais en même temps, on entend tous depuis des années, bien évidemment, la menace que représente l'eau sur Venise. Donc il y a cette idée que Venise est une ville qui pourrait disparaître un jour, avec ce qu'on appelle la montée des eaux. Et alors, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'une part ce parallèle qu'il y a entre la Gambie et Venise. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un parallèle intéressant. Et deuxièmement, cette notion que l'eau qui a emporté Pathé Sabali, qui a emporté ce réfugié gambien, pourrait un jour emporter toute la ville de Venise.
Et donc on voit bien que quand on commence à réfléchir comme ça, on commence à avoir des signes, des indices. Et j'ai travaillé dans ce livre à partir de ces signes et de ces indices. C'est un livre qui repose sur une documentation, parce que j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai essayé de reconstruire à la fois le fil des événements, mais en même temps essayer de me renseigner sur ce pays, la Gambie, que je connaissais très très peu, et de raconter l'histoire d'autres réfugiés gambiens et de leur trajectoire. Donc j'ai travaillé par exemple à partir des articles de presse, j'ai lu la presse, j'ai travaillé aussi beaucoup à partir d'un site très important d'ailleurs qui s'appelle Info Migrants, qui recense en fait les expériences et les informations qui ont rapport à la migration en général. Et donc j'ai essayé de mettre tout ça ensemble dans une structure fragmentée. Alors peut-être là, un autre aspect par rapport à votre question, Florence, c'est la question de la fragmentation du texte. Parce qu'en fait, j'ai pensé que je ne pouvais pas raconter cette histoire comme on raconte une histoire de manière traditionnelle, avec des chapitres, avec une structure plus ou moins conventionnelle. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de superposer plusieurs niveaux de narration et de raconter plusieurs histoires en une seule histoire. Donner un seul cadre à cette histoire, mais en laissant aussi aux lectrices et aux lecteurs la possibilité de réfléchir, en fait. Parce que chaque fragment contient une réflexion, une information, une invitation à la réflexion, et c'est comme ça que j'ai construit ce livre de manière progressive. Alors, ça m'amène... Est-ce que vous aviez préparé un extrait non, à lire? Non, mais je peux peut-être le trouver, mais avant de trouver l'extrait, c'est vrai que quand on parle de fragmentation, vous passez du jeu, donc c'est votre récit, votre quête de cette histoire, pour élucider cette histoire, et puis vous vous interrogez aussi sur la juxtaposition justement de ce Venise touristique et de cette tragédie, bien que vous n'aimez pas le mot tragédie, mais et vous vous interrogez donc sur ces, comment dire, ces moments difficiles en fait, mais vous passez aussi au tu. Et ça, c'est un pronom qu'on n'utilise pas du tout en littérature, ou presque pas. Un roman qui est dit tu fais ceci, tu fais cela, c'est un choix quand même assez radical. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, bien sûr. Alors peut-être je vais nuancer un peu ce que vous dites, Jacques Florence, parce qu'il y a quelques livres, justement, de très beaux livres, qui sont écrits à la deuxième personne du singulier avec le tu. Je vais en donner peut-être un exemple qui est le plus connu. C'est un roman, alors qu'on a un petit peu oublié, mais c'est un roman de Michel Butor, qui est un grand écrivain, qui s'appelle La Modification. Et La Modification est un roman qui est écrit à la deuxième personne. Et alors, vous avez raison de souligner que, justement, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent, on va dire, en tant que forme narrative. Alors, il y avait plusieurs raisons pourquoi j'ai choisi d'utiliser le tu. Parce que le jeune narrateur, qui est un écrivain, en fait, qui essaie de raconter cette histoire et de mener quelque part, entre guillemets, l'enquête, il se rend très vite compte qu'il faut qu'il s'adresse à ce réfugié gambien. En fait. Il faut qu'il l'interpelle, il faut qu'il l'interroge, il faut qu'il crée une sorte de dialogue avec lui. Alors, je mets dialogue entre guillemets, parce que là, c'est un dialogue sans réponse, parce que ça va que dans un seul sens, mais c'est aussi une tentative, une manière de rétablir une forme de dialogue avec ce réfugié en particulier, et à travers lui, avec tous les réfugiés. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'échange, de la conversation. Mais aussi parce que le texte s'écrit aussi beaucoup à partir des hypothèses. Donc j'avance des hypothèses, je tâtonne, je dis qu'est-ce qu'il aurait pu voir au moment où il arrive à la gare, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, à tel autre, etc. Et donc quand j'utilise la deuxième personne, ça permet de nourrir un petit peu l'écriture dans ce sens-là. La deuxième raison, c'est que j'ai toujours pensé que ce livre devait être une sorte de main tendue, en fait. Main tendue à la fois
aux étrangers de manière générale, aux réfugiés. Il y a beaucoup, c'est un livre sur la solidarité, sur l'empathie. C'est un livre qui interroge énormément ce que peut la littérature. Pourquoi on écrit et qu'est-ce qu'on peut faire justement en écrivant? À quoi ça sert d'écrire un livre après un tel drame? C'est ça la question aussi que je pose dans ce livre. Et je pense qu'à travers la deuxième personne, je voulais aussi parler au lecteur. Parce que je me suis rendu compte qu'en utilisant la deuxième personne, c'est comme si le lecteur était invité dans le texte, faisait partie de l'écriture quelque part du texte. Et donc c'est cet élément-là, voilà, qui m'a vraiment intéressé dans ce choix en particulier. Je pense que j'ai trouvé un extrait qui peut-être illustrera. Donc là, vous passez du récit de l'enquête à l'interpellation, et peut-être que à partir de au loin et peut-être jusqu'à ici. Voilà. Jusqu'à déséquilibrer, ou peut-être un des deux, comme vous voulez. Au loin, les toits rouges de Venise. Le chauffeur de bus pousse un nouveau soupir. Le brouillard s'est quelque peu dissipé et je peux enfin distinguer la surface de l'eau, presque nette, comme un large miroir à perte de vue où se reflètent les 5 lettres de ton prénom. Les passagers commencent à s'agiter, certains sont déjà debout, le nez contre la vitre. Avec leur sourire béat et leur posture affectée, ils ont l'air ridicules. Je préfère détourner les yeux vers la lagune. Et si tout ce drame se résumait dans le délai fatal entre tes gestes et les réactions des gens? Je devine l'hésitation des uns et l'incompréhension des autres, l'embarras qui s'installe tel une chape de plomb, empêchant toute forme de réactivité. Et pendant ce temps, il y a toujours ton corps piégé dans le grand canal. Un face-à-face nécessairement déséquilibré. Merci. Donc c'est un passage touchant où le narrateur est finalement sur les lieux du drame et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, il se bute à tellement d'incompréhension et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a cette réalisation que c'est le regard des témoins qui est le plus choquant. Bien sûr, c'est un livre, et je vous remercie, chère Florence, de le signaler, parce que c'est un livre que j'ai écrit vraiment avec le regard, avec les yeux. Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de reconstruire ce qu'on voyait à ce moment-là. Et donc la question du regard est très importante, c'est-à-dire qu'est-ce que Pathé Sabally voyait au moment malheureusement de se noyer, qu'est-ce qu'il avait dans son champ visuel, quelles sont les choses, les objets, les signes. Par exemple, je découvre à un moment donné, en travaillant à partir des cartes, qu'il avait dans son champ visuel face à lui la façade d'un hôtel avec des drapeaux, notamment le drapeau de l'Union européenne. Parce que vous savez, comme souvent sur les devantures des bâtiments, souvent on a le drapeau. Voilà, là en l'occurrence c'est l'Italie, donc le drapeau de l'Italie et le drapeau de l'Union européenne. Et le drapeau de l'hôtel. Et le drapeau de l'hôtel. Et donc en fait, ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire, là j'ai trouvé que c'était une coïncidence très troublante, là encore. Vous avez le drapeau de l'Union européenne avec les étoiles, etc. Qu'est-ce que ça raconte, en fait, finalement, de ce face-à-face? Et aussi le regard, vous avez raison de le signaler, le regard des gens qui étaient présents, des témoins, face à ce drame, la manière dont, je veux dire, cette indifférence inouïe qui a accompagné cette noyade. Alors, il y a eu des tentatives à un moment donné de le sauver, entre guillemets, mais disons que ces tentatives ne sont pas allées au bout, je le raconte dans le livre. Et la question du regard, ça renvoie aussi à la question des gens qu'on voit et des gens qu'on ne voit pas, ou alors qu'on choisit de ne pas voir, ou même qu'on fait semblant de ne pas voir. Et ici, je pense bien évidemment à la question de l'invisibilisation de l'étranger, de l'invisibilisation du réfugié, du migrant. Une invisibilisation d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans les informations, dans les médias. Par exemple, dans les médias, quand on parle des migrants, de la crise migratoire, on va parler de statistiques, on va parler de chiffres, on va dire
20 000 morts, etc. La Méditerranée, telle embarcation s'est retournée, combien de morts, etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer très vite à autre chose. C'est-à-dire l'histoire de ce jeune réfugié gambien, on l'a tout simplement oubliée déjà, parce qu'elle a été recouverte et effacée par d'autres histoires et par d'autres drames. Et c'est là où la littérature, je pense, peut être utile, c'est que la littérature, elle permet de ralentir le rythme et de mettre le doigt là où ça fait mal et de nous inviter à réfléchir, à regarder notre impuissance aussi en face et à nous interroger sur ce qu'on peut faire. J'ouvre le roman avec une question que le narrateur s'adresse à lui-même. Qu'est-ce que j'aurais fait si un jour, qu'aurais-je fait si un jour je voyais un homme en train de se noyer? Parce que je trouve qu'il y a une différence entre se poser la question et réfléchir et réagir au moment même où on se retrouve dans une situation de... Voilà. J'aime bien le fait que l'enquête pousse même jusqu'à savoir la température de l'eau était à 5 degrés. Et est-ce que ça a joué, est-ce que ça a été un facteur dans la réaction des gens aussi, se disent oh, je vais avoir froid, complètement. Je vais pas me noyer. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup on peut dire il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de remords qui sont partagés en fait autour de cette histoire. Mais à un moment donné, il faut aussi relativiser parce que, par exemple, à un moment donné, j'ai été lire des sites internet et principalement la presse italienne. Et ce qui m'a intéressé dans les articles de presse, c'est moins les articles de presse que les commentaires des lecteurs. Alors souvent, quand on descend, vous avez un article ou même une vidéo sur YouTube. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je descends en bas et je commence à lire les commentaires. C'est-à-dire, ça donne un peu un ressenti de la manière dont les lecteurs ou les gens qui ont regardé la vidéo ou qui ont lu telle ou telle information, comment ils réagissent par rapport à cette information. Et là, à un moment donné, je traduis les réactions et il y a de tout dans ces réactions. Il y a vraiment, entre l'indignation d'une part, un aveu de faiblesse, quelqu'un qui dit bah, moi j'aurais pas essayé de sauver parce que je me serais noyé, et un autre, et même des commentaires extrêmement, je veux dire, racistes, choquants, qui traduisent finalement toute la densité de ce qui s'est passé autour de cet événement. Donc, on n'en fait jamais assez pour aider les envahisseurs. Exactement, c'est-à-dire qu'il est devenu, voilà, qu'il était requalifié, redéfini en tant qu'envahisseur. Et ça, c'est très intéressant parce que au moment où ce jeune réfugié se noyait, on lui a aussi, l'un des cris qu'on lui a lancés, c'était Afrique, Afrique, Afrique. C'est-à-dire ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a résumé l'identité d'un homme à sa couleur de peau, son origine ethnique, le continent d'où il vient, etc. Et donc là, il y a déjà un processus d'effacement et d'invisibilisation de cette personne. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la trajectoire de la personne, mais ce qu'on cherche à retenir, c'est juste voilà, tous ces labels et ces désignations qu'on essaie de coller très très vite pour passer à autre chose. Et ça aussi, c'est un élément très important, c'est-à-dire il faut aussi réfléchir à la manière dont, une fois que son corps a été repêché, ce qui s'est passé, c'est que la vie a repris son cours, en fait, à Venise. Venise est redevenue la même Venise. Alors moi, dans le livre, j'essaie de dire que c'est peut-être plus la même Venise qu'avant. Ça va rester aussi la Venise de cet événement tragique. Et j'essaie d'interroger un petit peu, cette contradiction-là. Il y a une métaphore intéressante qui est décrite, c'est la question donc on y revient, du regard, de son propre regard sur les événements, et vous dites « Le drame creuse des sillons qui refusent de se refermer, ton lègue à Venise, un miroir fêlé dans lequel le monde entier pourra enfin admirer sa suffisance. » Pourquoi sa suffisance et pas sa honte? Bah oui, parce que je pense que c'est un ensemble de sentiments, en fait. C'est pas que la suffisance, enfin là j'ai mis la suffisance, mais je pense qu'à un moment donné, c'est très difficile aussi de décrire ce qu'on ressent face à ce genre de drame. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ça interroge. Il y a aussi de la honte, bien sûr, complètement. Mais je pense que
En fait, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce livre, c'est essayer de réfléchir aussi, et ici, je sais qu'ici on enseigne la langue, on travaille avec les mots, etc. C'est vraiment essayer de réfléchir sur ce que peuvent les mots. C'est un livre sur ce que peuvent les mots, ce que peut le langage, la description, la narration, la littérature, tout simplement. C'est-à-dire, à quoi ça sert? C'est cette question. Parce que moi, bon, j'arrive des années plus tard, j'écris un livre sur ce drame, mais finalement, qu'est-ce que j'essaie de démontrer? Qu'est-ce que j'essaie de faire à travers cette démarche? Et donc, c'est un livre aussi, pour celles et ceux qui l'ont lu ou qui veulent le lire, qui s'interroge beaucoup sur l'écriture. Voilà. Sur l'écriture à la fois comme processus, à la fois comme doute, comme incertitude. Donc c'est un livre qui s'interroge énormément. Et ça, c'est très important parce que j'essaie aussi d'inclure les lecteurs dans cette interrogation. Oui, en effet, il y a toute une partie sur la fin du livre où c'est une interrogation sur est-ce que la littérature suffit à décrire certaines choses ou est-ce que l'art serait une réponse plus adéquate. Est-ce que donc vous êtes satisfait? Vous avez... je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à cette question parce qu'une fois qu'on écrit, en fait, c'est très fascinant parce qu'une fois qu'on a écrit le livre et que le livre est publié, le livre presque ne nous appartient plus. Il appartient à d'autres personnes qui vont le lire, le partager, le commenter. Mais ce qui est intéressant, c'est, je pense, effectivement, tout au long du livre, j'essaie aussi d'interroger ce rapport entre l'écriture, le texte et l'image. Parce qu'on vit dans une époque d'images, où il y a beaucoup d'images, avec les réseaux sociaux, avec tout est filmé. D'ailleurs, ce drame a aussi été filmé. Il y a une vidéo qui existe, qui n'est pas très claire, mais qui existe de ce drame. Et en fait, à un moment donné, j'essaie aussi de superposer aussi ces deux niveaux et d'interroger le lien entre la photographie, l'écriture, le témoignage et tous ces aspects-là, les mettre dans un seul cadre. Il faut dire aussi, mais ça vous le savez certainement, c'est que Venise est une ville aussi surchargée d'images, de représentations. Donc en fait, au moment d'écrire ce livre, je savais quelque part que j'allais devoir affronter cette ville. Vraiment, j'ai écrit ce livre en me battant, j'allais dire presque, avec Venise. Et je voulais surtout éviter le piège de faire un énième livre sur Venise. Parce que tout le monde a écrit sur Venise, tout le monde raconte Venise, tout le monde a pris des photos de Venise. C'est-à-dire c'est la question aussi, comment écrire Venise différemment. Alors moi, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est d'essayer, je pense qu'à un moment donné, le narrateur dit qu'il faut soulever la surface de l'eau pour faire ressortir ou émerger une autre ville, une ville qu'on ne voit pas. Et donc j'essaie de lire d'autres écrivains, j'intègre des citations d'autres livres sur Venise, et j'essaie quelque part en faisant ça, j'essaie d'inscrire Pate Savali, ce réfugié en particulier, et tous les réfugiés, dans l'histoire de Venise. Vous savez, il y a une expression très célèbre qui dit « voir Venise et mourir ». Voir Venise et mourir. Et en fait, ce qui est troublant là encore, c'est que je me dis, mais cette expression ne veut plus rien dire, ou alors ne veut plus dire la même chose après ce drame, après avoir lu peut-être le livre, après avoir réfléchi sur ce drame. C'est-à-dire, c'est aussi une manière de dire comment ce genre de drame peut aussi changer la ville. Elle peut changer les récits qui sont autour des villes, autour des espaces dans lesquels on vit. Je vais vous citer. J'ai trouvé l'extrait, donc je le cite. « La ville que j'avais devant moi avait cessé d'être Venise. » Et ça, c'est une citation de Proust. En fait, cette ville ne représente plus rien pour moi, sinon une carte postale défraîchie, sans date et sans destinataire. Exactement. Et là, c'est pas moi qui dis ça, c'est Proust qui l'écrit. Il continue après. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au moment d'écrire ce livre, et quand je me suis dit, je vais essayer d'aller lire d'autres écrivains qui ont écrit sur Venise, en fait, j'ai trouvé des échos comme ça, des sortes presque de résonance entre
l'histoire que j'étais en train de raconter et ce que les autres écrivains ont dit de Venise. Et donc en allant comme ça puiser et emprunter chez les uns et les autres des citations, des réflexions, ça permet aussi de construire le texte. Donc c'est un texte qui se construit avec tous ces auteurs, mais avec aussi une documentation historique, avec un travail quasiment de journaliste entre guillemets. Et ça me permet aussi de dire autre chose qui est très intéressant, c'est que c'est un livre, j'ai su dès le début, et on l'a vu tout à l'heure dans l'extrait, je voulais aussi combiner tous les genres littéraires. Donc c'est à la fois un roman, enfin j'ai essayé. Oui. C'était une question. Mais ouais. Pourquoi l'appeler roman quand il y a tellement de vous dans la démarche du narrateur? J'ai longtemps, c'est vrai, c'est une très bonne question, j'ai longtemps hésité à le qualifier. Est-ce que c'est un roman? Surtout, je précise en ouverture qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, mais qui est basée sur des faits réels. Alors c'est important de le dire parce que souvent on m'interroge, on me dit mais pourquoi il s'est noyé, pourquoi il s'est jeté, etc. Et moi ma réponse c'est de dire, dans un roman, ou du moins dans le travail que j'ai essayé de faire, c'était pas mon objectif de répondre à cette question. Je ne pense pas que ce soit la bonne question à poser. Parce qu'il a emporté ses secrets avec lui, et il y a aussi une forme de pudeur, je pense, et de respect, de ne pas essayer de dire la vérité, la seule vérité qui compte. Je pense que la vérité, comme j'essaie de le suggérer dans ce livre, elle est complexe. C'est un ensemble de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il se soit noyé à Venise, ça nous laisse un message. En fait, j'ai décrit ça comme une sorte de déflagration, d'explosion ou de message extrêmement fort qui nous envoie. Et donc notre rôle, c'est d'essayer d'interpréter en fait ce message. Et donc c'est ce que j'essaie un petit peu de faire, mais j'utilise le roman, à la fois une forme de journalisme ou de documentation. J'utilise aussi, c'est un récit très poétique, il y a beaucoup de poésie. Il y a le grand écrivain et poète Aimé Césaire m'a beaucoup inspiré aussi dans l'écriture parce que je trouve que c'est qui représente l'une de ces figures qui permet à la fois de joindre le politique et le poétique. Donc à la fois écrire d'une manière extrêmement, plus ou moins poétique, mais tout en abordant des sujets extrêmement politiques. Donc là, c'est la question du rapport à l'autre, de l'accueil, l'immigration, l'exil, cette tension qu'il y a entre l'identité et l'altérité. Et donc, c'est toutes ces questions-là que j'essaie d'aborder dans ce livre. Alors, c'est une bonne transition parce que j'allais dire d'abord, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est un exercice incroyable en empathie, en fait. Je pense que du point de vue, on comprend la démarche du narrateur et nous-mêmes, on est pris dans une démarche d'empathie, d'essayer de comprendre. Et pour ça, c'est vraiment, c'est un succès. On arrive à faire la même démarche que vous. Je pense, on part avec vous. Franchement, Florence, juste pour répondre à ça c'est ce qui vraiment me plaît, entre guillemets, c'est ce qui me rassure, quelque part, par rapport à l'objectif de ce livre. Parce que c'est vraiment mon idée dans ce livre, ça a été de réfléchir à l'empathie et au rapport entre littérature et empathie. D'où la deuxième personne du singulier dont on a parlé tout à l'heure, d'où cet effort de décrire, d'inclure en fait les lectrices et les lecteurs dans le processus d'écriture. Et ça m'a toujours intéressé, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque qui est la nôtre, c'est très important de mettre en lumière les valeurs de la littérature. Parce que la littérature, elle n'est pas futile, elle est là, elle a un rôle, elle a une mission. Et pour moi, c'est vraiment l'empathie est l'une de ces valeurs clés, avec d'autres, bien sûr la pensée critique, être capable de réfléchir, de revisiter comme ça un événement, de se regarder en train de lire ou d'écrire, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc en fait, la littérature aide à dire beaucoup de choses qu'on n'a pas à travers les informations ou à travers même la lecture d'un essai par exemple. Ce sont deux approches différentes et complémentaires. Alors c'est parfait comme transition parce que j'allais vous demander, alors vous citez Aimé Césaire, Proust, Michel Tournier, Hemingway,
et énormément d'autres. Donc c'est un petit ouvrage très littéraire. Et j'allais vous demander quels sont vos auteurs préférés dans le monde de la francophonie. Parce qu'on est ici à l'Alliance française, on fait donc la promotion des littératures francophones. Est-ce que vous avez des recommandations? Ah oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Marion, tu prends note. D'accord. Il y en a énormément. Alors, il y a des auteurs, je vais dire, qui ont beaucoup compté pour moi dans mon processus d'écriture, etc. Et ça, c'est qui m'ont quelque part nourri. Alors, il y a un auteur marocain, quand on parle, puisque je vais parler un petit peu du Maroc aussi, il y a un auteur marocain francophone qui fait partie des pionniers, on va dire, de la littérature francophone au Maroc. Son nom, c'est Driss Chraïbi, et c'est un grand écrivain, vraiment, au sens qui a laissé vraiment une empreinte dans le paysage littéraire. Alors, il a des livres plus ou moins difficiles, mais je pense une bonne... enfin, je ne sais pas si vous voulez que je cite peut-être des titres. Oui, voilà. Oui, parce qu'on va continuer à proposer vos suggestions au club de lecture. Voilà, je vous enverrai plus tard une liste beaucoup plus fournie. Non, mais il y a un roman en particulier, La civilisation de ma mère, qui est très intéressant, qui porte un regard social sur la condition de la femme au Maroc. Alors, il date un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est que Driss Chraïbi a à la fois cette articulation entre le style, le travail sur le style, et le regard social. Et le regard sur l'histoire également. Alors son roman le plus connu, c'est Le Passé simple, qui est une sorte de texte vraiment explosif sur une révolte, la révolte d'un jeune contre son père, et à travers lui, une révolte contre la société en général. Donc c'est un livre aussi qui est très intéressant. Il y a d'autres auteurs, hein, il y en a beaucoup. Toujours pour rester dans le Maroc, il y a une autre autrice, là pour le coup, qui est extrêmement importante dans l'histoire du Maroc contemporain, c'est Fatima Mernissi. Donc Mernissi était une sociologue et une féministe et qui a écrit à la fois des essais, mais aussi des livres d'enquête auprès des femmes marocaines. Donc elle avait aussi ce souci du terrain, de travailler avec les femmes et ramener les histoires des femmes sous forme écrite. Et ça, c'est un élément aussi très intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant aussi qu'elle soit sociologue, parce que quand on est sociologue, on a aussi ce regard. On parlait tout à l'heure de la notion du regard. Voilà, une sociologue ou un sociologue a un regard très particulier, très précis sur la société, et ça peut nourrir justement l'écriture de manière très intéressante. Alors je ne sais pas, d'autres... alors il y a d'autres auteurs qui sont vraiment fascinants. Alors peut-être je peux citer un ami, quelqu'un qui a eu, je pense, les honneurs récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais qui a une plume magnifique. C'est le jeune romancier sénégalais, Mohamed Bougar Sarr, qui a eu le prix Goncourt avec La plus secrète mémoire des hommes. Alors, qui est difficile. Alors, vous l'avez trouvé difficile? À lire, oui. À lire. Alors, oui, c'est intéressant parce que c'est un livre très, très complexe. Alors c'est dans le sens où il y a peut-être plusieurs livres dans le livre. Mais je pense que Mohamed Bougar Sarr, il défend aussi une littérature très exigeante. C'est-à-dire, et ça peut-être on a effleuré le sujet tout à l'heure à travers vos questions, Florence, c'est quel genre de littérature on veut offrir, on veut présenter au public. Alors moi je suis de celles et ceux qui croient que la littérature doit être exigeante. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la littérature doit demander un effort de la part du lecteur. Alors, reste à savoir dans quelle proportion. Voilà, dans quelle proportion. Mais je trouve que trop souvent, on met en avant par exemple des œuvres qui sont plus ou moins, enfin souvent, je ne veux pas généraliser, mais il y a des œuvres qui n'invitent pas forcément à la réflexion, à la pensée, qui sont comme ça, qui se lisent de manière rapide et expéditive. Moi, je trouve que c'est très dangereux. Parce que je préfère justement, la littérature qui m'intéresse, c'est la littérature qui bouscule, qui bouleverse,
qui m'invite à relire, à revenir peut-être dans ma lecture, à revenir à la page d'avant. Parce que ça permet, ça installe une forme de complicité avec le lecteur. Et donc le lecteur, il a vraiment une démarche active dans la lecture. C'est pour ça, je pense, effectivement, le roman de Mohamed Bougarsar, qui est extrêmement complexe, hein, je veux dire, c'est un grand roman qui traverse non seulement les histoires, enfin les périodes historiques, mais aussi les espaces géographiques et culturels, les événements, etc. Et donc c'est vraiment une sorte de somme romanesque qui est vraiment impressionnante. Mais peut-être que vous pouvez peut-être proposer aussi ces premiers livres. Voilà. On avait pensé le proposer au club de lecture et je pense qu'on avait décidé que c'était, pour des apprenants de français, c'était peut-être un petit peu difficile. Le niveau est assez soutenu. Mais bon. Alors il y a oui. Enfin, je pense qu'il y a certains passages qui sont peut-être plus... Voilà, oui, peut-être le faire en passage. C'est ce qu'on avait fait pour Proust. Voilà. On l'avait proposé en passage. Donc, je pense que Mohamed Bougarsar sera heureux d'être comparé tout à fait. Proust. Voilà. En bonne compagnie. Voilà. Alors, peut-être que je vais m'arrêter là parce que, oui, on va passer peut-être si vous avez des questions. Est-ce que vous aimeriez les poser? Vous êtes le narrateur, c'est pas un personnage fictif, en partie c'est autobiographique. Alors, merci, c'est une très bonne question. Je dirais, pour être tout à fait sincère, il y a des choses que je partage avec le narrateur. Voilà. Il me ressemble par certains aspects, mais il y a des choses que le narrateur fait ou dit que moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas dit. Voilà. Donc en fait, j'essaie un petit peu de jouer, entre guillemets, avec le personnage du narrateur, parce que c'est aussi un personnage. C'est aussi un personnage, c'est aussi quelqu'un qui écrit, qui veut écrire. Oui, c'est la beauté d'être écrivain, n'est-ce pas? La beauté d'être écrivain. Cette possibilité, c'est une des beautés d'être écrivain. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ça permet, ça permet aussi une forme de distance avec justement ce personnage du narrateur. C'est-à-dire, je ne dis pas, il me ressemble, c'est pas une image, c'est pas un portrait de moi, mais ça me permet de le regarder aussi. C'est-à-dire, moi, j'observe le narrateur, et le narrateur observe l'événement, et raconte l'événement. Et donc, ça crée comme ça une sorte de trois niveaux, mais aussi trois niveaux qui sont liés. Oui, voilà. Bien sûr. J'allais vous demander une autre question, mais vous l'avez déjà répondu, c'est-à-dire, vous n'avez pas été tenté de réfléchir sur la vie intérieure de Pathé, d'essayer de comprendre toutes ces émotions. Car vous avez décrit d'une façon magnifique, évidemment, ce drame, mais pas nécessairement son drame intérieur. Alors, merci, là aussi c'est une très bonne question. Comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas tomber dans le piège du voyeurisme, de quelqu'un qui va briser une intimité et proclamer une certaine vérité. Parce que, encore une fois, je ne le connais pas, je connais de lui que ce que j'ai pu trouver comme information. Et donc il me semblait que c'était très important de respecter sa personne et de respecter le caractère intime de son expérience. Maintenant, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de combler les vides en imaginant des choses, en émettant des hypothèses, en proposant des hypothèses. Par exemple, j'ai regardé sur la carte l'endroit où il est arrivé, l'endroit où il s'est noyé, et j'ai essayé de voir, d'imaginer qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il regardait, quel genre de rencontre il a fait, il aurait pu faire. Il y a beaucoup de monuments, bien évidemment à Venise, il y a énormément de ponts également, c'est une ville qui est construite et définie par ces ponts. Donc il y a aussi cette question, on revient à cette question du regard dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il regardait et comment était-il regardé? Et puis j'essaie aussi de dire, est-ce qu'il y avait un moyen d'éviter ce drame s'il avait rencontré quelqu'un, si quelqu'un était venu à sa rencontre ce jour-là, etc. Et donc, c'est une écriture qui ouvre des portes comme ça, en essayant de ne pas les refermer, justement.
C'est-à-dire que je développe comme ça, j'ouvre beaucoup de possibilités et je laisse au lecteur le soin de se faire sa propre idée sur ce qui s'est passé. Merci. Merci. Merci à vous. J'ai deux questions. Vous suggérez, je pense, si j'ai bien compris, que vous aviez prévu d'aller à Gambia pour rechercher un peu plus de pâté. Alors, est-ce qu'il y aura un autre livre? Une suite. Un suite, oui. Une suite, oui. Alors, je sais pas. Si je réponds aujourd'hui, je dirais non, parce que j'ai rien prévu, justement. Mais maintenant que vous me le dites, peut-être que je vais devoir y réfléchir. Oui. Ok, bon. Et l'autre chose est que je crois qu'on a parlé beaucoup parce que nous faisons partie du club de livres. Nous avons parlé de les influences, mais les influences comme Thomas Mann, par exemple, Death and Venice, et Canaletto. Oui. Mais je me demande quelles sont votre influence arabe, de la littérature arabe, parce que il me semble que parce que vous êtes au Maroc, et peut-être il y a des influences arabes dans votre livre ici. Est-ce qu'il y a ou quoi? Oui, bah, forcément, parce que je pense que quand on écrit, il y a forcément, à un moment donné, tout ce qu'on a lu, toutes les lectures qu'on a faites, ils sont là. Elles sont là. Elles arrivent ensemble. Quelqu'un me disait hier qu'en lisant ce roman, une lectrice a pensé à Marguerite Duras, par exemple. Voilà. Alors, vous avez mentionné Thomas Mann et Canaletto. Alors là, c'est plus dans l'écriture du livre lui-même, c'est-à-dire la première fois quand j'ai voulu commencer à écrire ce livre, j'ai tout de suite pensé à Mort à Venise, Death in Venice. Donc ça, c'était l'une des premiers, même le titre. J'ai pensé à ça. Et alors, c'est très embêtant. Parce que comment je voulais surtout pas écrire une autre Mort à Venise. C'est ça en fait. Il faut éviter de retomber un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure dans la réécriture de Venise. Et donc, ce que j'ai trouvé comme solution pour essayer de contourner ces difficultés, c'est d'aller voir chez Thomas Mann, chez Proust, chez Michel Tournier, chez toutes ces figures, ces auteurs, Hemingway, qui ont connu Venise, qui ont visité Venise, qui ont écrit sur Venise. J'essaye de voir des indices, des choses que je peux m'approprier, que je peux utiliser pour compléter un petit peu cette histoire. Et entre nous, c'est aussi une manière de mettre ce réfugié dans l'histoire, comme je disais tout à l'heure. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'invisibilisation, de marginalisation. Alors là, il y a une manière de remettre ce réfugié et tous les réfugiés au centre de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire, on met sur le même niveau, presque, le même niveau du texte. Dans le texte, ils ont à la fois toutes les histoires des réfugiés que je raconte et toute l'histoire littéraire autour de Venise. Voilà. Alors, pour répondre sur la question des influences arabes ou marocaines, alors je pense que j'ai beaucoup étudié, parce que j'enseigne également la littérature maghrébine, qui est du Maghreb, et il y a beaucoup d'auteurs maghrébins qui m'ont nécessairement influencé. Je pense par exemple l'œuvre de Kateb Yassine, l'Algérien, Kateb Yassine, l'œuvre d'un grand écrivain marocain qui s'appelle Abdelkebir Khatibi, qui est un grand auteur, qui était aussi sociologue, c'est intéressant, aussi sociologue, romancier, poète, etc. Est-ce qu'ils écrivent en arabe ou en français? Alors ceux-là, ils écrivent en français. Pour les auteurs arabophones, alors, c'est très intéressant parce que la situation linguistique au Maghreb en général et au Maroc en particulier est extrêmement complexe. Parce qu'on a à la fois l'arabe parlé, le dialecte marocain, on a l'arabe
classique, on a la langue amazigh, les langues amazighes qui sont parlées aussi. On a le français, l'espagnol, et ces dernières années, on a beaucoup plus d'anglais aussi. Et donc, les auteurs, il y a une forme comment dire, j'allais dire pas de séparation, mais il y a des frontières comme ça entre les langues, entre l'arabe et le français. Et souvent, il y a très peu d'échanges entre les auteurs arabophones et les auteurs francophones. Donc moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les auteurs francophones, mais j'ai eu quelques auteurs arabophones qui m'ont intéressé. Alors, j'ai pas de nom comme ça, mais je pense, dans les auteurs arabophones, je me souviens surtout d'auteurs, notamment égyptiens, enfin je veux dire du Moyen-Orient, égyptiens, irakiens, jordaniens, qui m'ont extrêmement marqué, que j'ai lu en arabe et ensuite en traduction française. Voilà. Mais je pense que, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est la somme de ces lectures qui ressurgit dans le texte. En fait, on est très influencé par ce qu'on lit, et un écrivain est avant tout un lecteur. Voilà. Exactement. J'ai une question pour rebondir là-dessus, mais d'abord je vais vous demander si... Oui, allez-y. Merci beaucoup. Cette question peut peut-être enchaîner un peu sur la dernière. Donc, vous disiez qu'un écrivain c'est un lecteur, mais dans votre cas c'est aussi un chercheur et un universitaire. Donc, est-ce que ça aide ou est-ce que ça peut même nuire au travail littéraire, à la pratique de l'écriture? Parce qu'en fait, le travail de l'intertextualité, le travail avec les citations, enfin, ça ressemble peut-être un peu au travail universitaire, mais en même temps, c'est pas du tout sur le même niveau d'interaction avec les autres voix, les autres textes. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Là aussi, c'est une question très importante parce que quand on a plusieurs casquettes, on doit être capable d'enlever la casquette de l'universitaire et de mettre la casquette de l'écrivain. Ou alors on laisse peut-être les deux, on essaie de mettre les deux casquettes en même temps, c'est compliqué. Non, la première chose que je veux dire, c'est que je pense que c'est important d'être capable d'écrire, de sortir du cadre universitaire et d'écrire de la fiction, de l'écriture libre, de manière beaucoup plus libre que quand on fait de l'écriture académique. Parce que l'écriture académique, bien évidemment, elle a ses règles, elle a sa manière, son code qui consiste à introduire le sujet, poser une problématique, aller chercher les références, les intégrer, etc. Mais vous avez raison, parce que là aussi, il y a des références. Mais je dirais que la différence, c'est que là, je n'essaie pas j'ai pas d'argument, j'ai pas de thèse. En fait, c'est ce que permet l'écriture libre. C'est-à-dire, je laisse aux lecteurs, comme je disais tout à l'heure, le soin de développer leur propre opinion et de réfléchir avec le texte. Et c'est là où c'est très important. Parce qu'en faisant ça, je me retrouve moi-même à interroger, à réfléchir sur ce que je lis, sur ce que j'observe. Et c'est ça l'écriture. L'écriture, c'est aussi, en tant qu'écrivain, on apprend énormément aussi de ce qu'on fait, de ce à quoi on est confronté quand on écrit. Et donc c'est vraiment un processus d'apprentissage qui est extrêmement important. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense que le côté universitaire, ou l'approche universitaire, elle aide l'écriture libre aussi, dans le sens où elle permet de l'organiser. Parce que je pense que c'est un livre aussi qui est très organisé. Il y a une forme de rigueur, d'ordre quelque part, même si le sujet... Fragmenté mais ordonné. Fragmenté mais ordonné, voilà, pourquoi pas. Effectivement. Ben, c'est-à-dire, ces niveaux de narration dont je parlais tout à l'heure, il faut aussi que l'histoire se déroule, en fait. Il faut aussi qu'on ait l'impression de progresser, d'avancer. Et ça, je pense que la manière dont on écrit, par exemple, un article académique ou un article de recherche, il faut que ce soit aussi très bien organisé. Comment on passe d'un point 1 à un point 2 à un point 3, et s'assurer que tous ces éléments soient liés. Ça, c'est ce qu'on essaie aussi de faire
au niveau de l'écriture, avec un peu plus de liberté, mais je pense que il faut que ce soit bien organisé. Alors je pense que dans mon cas, j'ai dû apprendre aussi beaucoup de ma vie d'avant, ma vie d'ingénieur, et de ma formation scientifique. Parce que quand j'ai beaucoup étudié les mathématiques et les sciences physiques, et une chose que j'avais apprise à l'époque, c'était par exemple, pour démontrer des théorèmes, pour étudier des théorèmes mathématiques, il faut vraiment aller d'étape en étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà. Et donc cette progression-là est extrêmement importante. Et j'ai essayé un peu de la répliquer dans le texte. Il y a aussi peut-être la différence entre le fait que vous n'avez pas à défendre une position particulière, et puis même si c'est une prise de conscience et vous avez quelque chose à dire, mais vous laissez, comme vous dites, le lecteur. Et de là, c'est la différence avec une démarche académique. Bien sûr. Il n'y a pas de point à prouver, en fait. Exactement. Et d'autant plus qu'on connaît l'histoire. En fait, enfin, j'allais dire presque, on n'a pas besoin de raconter cette histoire. Mais justement, c'est le fait de raconter ce drame et d'essayer de le reconstruire étape par étape et avec des mots, avec mes mots, mais aussi avec les mots des autres. C'est ça aussi qui permet de créer finalement une œuvre, j'allais dire, mais surtout un mémorial. Alors, c'est pour ça que j'ai mis mémorial dans le titre, parce que quand on parle de mémorial, on pense à un mémorial de guerre, un mémorial qui commémore ou célèbre une victoire ou un héros. C'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire avec un grand H. Et moi, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de créer une sorte de mémorial avec des mots, justement. C'est-à-dire réfléchir à cette notion que les mots peuvent rester, laisser des traces une fois qu'on a refermé le livre. Est-ce que finalement, ce n'est pas une sorte de mémorial qu'on a érigé ensemble avec à la fois les lecteurs, les lectrices et les lecteurs, et l'écrivain, et la manière dont le livre va être partagé, lu, etc. C'est ce qui constitue ce rapport à la mémoire qui pour moi est très très important. La preuve, c'est qu'on est en 2024 et aujourd'hui on est réunis à Oxford et on est en train de parler de ce réfugié, de cette histoire. Mais peut-être que sans ce livre, on n'aurait pas parlé de cette histoire. Et donc en fait, c'est aussi important de voir de quoi parle-t-on aujourd'hui. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il y a des choses dont on ne parle pas ou devrait en parler? Et j'insiste également, parce que ça me permet aussi de partager l'information, c'est que le roman va être bientôt traduit en anglais. Et pour moi, c'est très important qu'il soit traduit en anglais. Au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que la Gambie, comme je disais tout à l'heure, est un pays anglophone. Donc ça aussi, ça veut dire que le livre pourra être lu potentiellement là-bas. Et la deuxième chose, c'est que ça va permettre aussi, tout comme toute traduction d'ailleurs, on le voit avec la traduction de l'arabe vers le français, ou même toutes les traductions qui vont par exemple vers le français, ça permet d'ouvrir la lecture à de nouvelles expériences. Moi je le vois par exemple avec la littérature, on parlait tout à l'heure des écrivains arabophones du Maghreb ou arabophones du monde arabe. Une fois qu'ils sont traduits en français, ils ont accès à un public beaucoup plus large et du coup ils résonnent avec l'histoire de la France. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas, un écrivain, en ce moment je lis beaucoup, parce que bien évidemment avec tout ce qui se passe, je lis beaucoup de poésie par exemple palestinienne, en traduction française, et en France, ça permet justement d'ouvrir la discussion, de découvrir une culture, une histoire, etc., à travers la poésie. J'ai beaucoup travaillé sur un auteur marocain, d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, Abdellatif Lahabi, qui est un grand poète, vraiment un très très grand poète, et qui était rédacteur en chef d'une revue marocaine qui s'appelle Souffle, qui a été créée dans les années 60. Alors lui, tout au long de sa carrière, il a écrit de la poésie, des essais, des récits, mais il a aussi traduit de la poésie vers le français. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il a notamment traduit le grand poète palestinien Mahmoud Darwish en français. Oui, c'est lui le traducteur, l'un des tout premiers traducteurs de Mahmoud Darwish en français. Alors qu'est-ce que ça veut dire de lire Mahmoud Darwish en français? Ça aussi, c'est un élément extrêmement important. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que la traduction aussi m'intéresse, parce que je parlais tout à l'heure de main tendue, de rapport, de mise
de solidarité, d'empathie, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette circulation du texte littéraire, avec toute la violence qu'il contient, mais aussi toute la part d'empathie et de solidarité qu'il peut véhiculer. Voilà. Andrew, vous avez une question? Je me demande pourquoi vous avez introduit le personnage de Alma. C'est une question, ça. C'est comme une direction différente. Ça m'a surpris un peu. Merci beaucoup, merci. Vous êtes Andrew, c'est ça? Vous êtes un lecteur très attentif. Non, j'avoue, vous avez raison. Vous avez raison. D'ailleurs, je pense que, alors je disais tout à l'heure, au moment d'écrire ce livre, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais tout le monde le sait, Venise, c'est la ville qui est associée à l'amour, en général. Voilà, la ville de l'amour, la ville de la fête, la ville du carnaval, la ville du cinéma aussi, avec la Mostra de Venise. Donc c'est une ville où on célèbre beaucoup de choses. Et effectivement, une fois que j'ai introduit le personnage d'Alma, alors sans dévoiler la fin, mais quand j'ai introduit le personnage d'Alma, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans justement le même piège que je voulais éviter, c'est-à-dire cette image de Venise, ville romantique, etc. Et j'y ai réfléchi, puis après je me suis dit, mais ce narrateur qui enquête, qui cherche à raconter cette histoire, il est très seul, il est extrêmement seul. Et en fait, il est quelque part livré à sa solitude. Et j'avais besoin d'un personnage, d'un autre personnage, avec qui il pourrait échanger, avec qui il pourrait tester, quelque part, la possibilité de transmettre et de raconter cette histoire. Parce que Alma, sans dévoiler beaucoup de choses du texte, au début, elle ne s'intéresse pas beaucoup à cette histoire, elle ne connaît rien de la Gambie, je veux dire, elle est extrêmement détachée, on va dire, de cette histoire. Et ça m'a intéressé parce que je me suis dit, je peux réfléchir sur comment cette histoire, la manière dont cette histoire pourra être reçue par quelqu'un qui ne connaît rien à cette histoire. Et j'ai essayé dans la troisième partie de travailler un petit peu cet élément-là. Mais vous avez raison, c'est un livre qui aurait pu aussi s'écrire sans ce personnage. Moi, je me demande si c'est pas votre formation d'ingénieur. C'est de mettre un petit écran quelque part qui fait passer l'histoire à quelque chose d'autre. Oui, parce que peut-être. J'ai pas. Il va qui falloir fait fonctionner l'histoire. Il fait basculer à quelque chose d'autre. Il va falloir que je réfléchisse à ce rapport entre l'ingénierie et la littérature. C'est un élément très important. Mais aussi le fait que le personnage d'Alma, qu'elle soit américaine, aussi, je pense que c'est important parce que je voulais aussi, parce que j'ai écrit ce livre, bien sûr, quand j'étais aux États-Unis, et je voulais aussi interroger, je pense, l'endroit où je suis, le lieu où j'écris. Et donc, elle m'a permis aussi d'enrichir et de compléter un petit peu cette histoire-là. Mais je suis bien conscient de ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pardon, excusez-moi, Colline, il y a quelqu'un derrière qui veut. Merci. Allez-y. Merci beaucoup pour vos réponses et votre explanation. Je voulais demander, en fait, il y a une idée que je trouve assez troublante, surtout quand il s'agit des questions politiques, de la crise migratoire. C'est-à-dire que la littérature, peut-être l'art, finit forcément par devenir une sorte d'appropriation de la réalité. Et pour être clair, c'est pas du tout pour critiquer votre livre que je trouve formidable. Non, j'adore les critiques. Ok. Allez-y. Je pense que c'est super que c'est justement contre l'invisibilisation, je sais pas si j'ai bien prononcé, des migrants, etc. Mais je pense que vous êtes d'accord que la vie et la mort de ce jeune réfugié n'a pas beaucoup à voir avec la littérature, justement, et les questions que vous posez dans le livre. C'est-à-dire la littérature, ça sert à quoi, etc. Donc, comment éviter cette piège, en fait? Et peut-être c'est lié à, pourquoi pas, un autre genre, par exemple, un essai. Bref, comment défendre la littérature? Je sais que c'est pas vraiment juste. Non, vous avez. Non, mais vous avez. Oui, mais vous avez entièrement raison. Vous avez 100% raison. Alors,
pas un autre genre? Oui, il faut. Je pense que pour comprendre des thèmes et des expériences aussi compliquées que celle de la migration, de l'exil, on a besoin de tous les genres littéraires. On a besoin d'un poème, on a besoin d'une pièce de théâtre. Alors la pièce de théâtre, très important aussi le théâtre, parce que ça permet de voir des personnages qui se déplacent, qui parlent, etc. C'est très concret. On a besoin de romans, on a besoin de documents historiques, etc. On a besoin de journalisme aussi, c'est très important pour faire remonter les informations, la réalité de ce qui se passe. Mais comment éviter le piège? Parce que c'est vrai que finalement la vie de ce réfugié, elle a très peu à voir avec la littérature ou avec le roman. Voilà. Eh bien, j'allais dire, c'est simple, entre guillemets, d'éviter le piège. Il suffit d'écrire ce que vous avez dit. Et c'est ce que je fais dans le livre. C'est-à-dire, ce livre, c'est pas un livre qui est à la gloire de la littérature, à dire que la littérature va sauver le monde et va sauver tous les réfugiés. Pas du tout. En fait, c'est un livre qui dit que la littérature peut faire certaines choses. Elle peut nous rassembler, elle peut nous inviter à réfléchir sur qui on est, comment on se comporte avec les autres, comment les autres sont reçus, ici ou ailleurs. Mais, et c'est là où je vous rejoins, la littérature aussi, elle peut être impuissante. Elle peut être, des fois, elle peut s'avérer incapable de traiter certains sujets. Donc, tout au long du livre, il y a des passages où je dis, mais à quoi ça sert d'écrire, en fait, cette histoire? Je pose la question, je l'écris. Et le fait de l'écrire et de dire qu'est-ce que ça veut dire écrire cette histoire ou la raconter, c'est aussi une manière de dire ce que la littérature ne peut pas faire, justement. Voilà. Donc le narrateur, il est très conscient de ça, effectivement, et il est très conscient des limites de la littérature et de ce que la littérature ne peut pas faire. Et ça, c'est souvent ce qu'on ne dit pas. Vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, parce que souvent, quand on parle de littérature, on a souvent tendance à glorifier la littérature et tout ce qui est associé à la littérature. Moi, je suis dans une démarche inverse, c'est-à-dire questionner la littérature, l'interroger et essayer de dire ce que la littérature ne peut pas décrire, justement. Parce que finalement, il y a quelque chose, quand on y pense, il y a quelque chose de très... comment dire, d'indicible, comme on dit en français, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas dire face à ce drame. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les drames qu'on voit autour de nous dépassent la capacité de l'écriture à les décrire. C'est-à-dire qu'on est quelque part complètement déstabilisé par ce qu'on voit. Et à ce moment-là, on ne peut pas, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, je ne pouvais pas, j'ai senti que je ne pouvais pas raconter cette histoire comme on raconte un roman, avec des personnages, des chapitres, un fil narratif, etc. Je ne pouvais pas le raconter de cette manière. Et c'est pour ça que j'ai essayé, et je finis avec ça, c'est pour ça que j'ai essayé de rassembler plusieurs genres littéraires, plusieurs genres, dans un seul texte. C'est-à-dire, si vous lisez le livre, vous allez trouver un peu d'essais. Vous avez mentionné les essais tout à l'heure. Il y a un peu d'essais, il y a un peu d'enquête, il y a un peu de poésie, il y a un peu d'histoire. Il y a une tentative comme ça de relier les histoires et les époques. Et ça, c'est un élément pour moi qui est important. C'est une manière d'enrichir le texte, en fait. Alors, je vais me permettre de vous citer. Peut-être que ce n'est pas tout à fait adapté à ce qu'on vient de dire, mais c'est à propos du processus d'écriture. Longtemps, j'ai considéré l'écriture comme un refuge, un exutoire, un espace de retraite et de régénération. Mais je me rends compte qu'écrire ton drame est tout l'inverse. Une prise de risque, un égarement potentiel, une manière hasardeuse d'apprivoiser l'hypothèse pour restaurer la dignité. C'est ça. Alors je parle ici, ça répond aussi à votre question de la prise de risque. Parce qu'il y a quelque chose aussi d'indécent, je trouve moi personnellement, ou de risqué, à vouloir s'approprier, vous avez utilisé le terme s'approprier, à s'approprier l'histoire de ce réfugié. C'est-à-dire qui je suis moi pour raconter ces histoires. C'est presque une question éthique. Ah bah oui, complètement, bien sûr, complètement. Et alors, au lieu d'éviter cette question, au lieu de faire en sorte de ne pas la voir, cette question, moi ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est que j'essaie de l'intégrer dans l'écriture. Voilà. C'est-à-dire à un moment donné, je l'écris, je dis, mais quelle légitimité j'ai en tant que narrateur, en tant qu'écrivain, en tant que quelqu'un qui essaie de raconter une histoire, de raconter cette histoire. Et d'ailleurs,
si quelqu'un d'autre la raconte, il l'aurait raconté différemment. Et la conséquence de ça, c'est que je ne voulais surtout pas dire « voici la vérité, voici ce réfugié, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a pensé, voilà comment il faut comprendre ce drame. » Ça, c'est ce que je ne fais pas dans le texte. Je fais l'inverse. En fait, je dis « et si c'était ça, et si on regarde de ce côté-là, et si on réfléchit à ça de cette manière-là » Et donc, c'est un peu un livre comme ça qui essaie d'embarquer le lecteur dans une réflexion permanente, pour essayer de s'interroger de manière permanente sur l'écriture et sur ce que peut l'écriture et sur l'impuissance de l'écriture également. Je pense que vous avez une question. Merci. Une dernière question? Non, c'était simplement un commentaire où j'ai bien noté, je lutte contre l'impossibilité de faire un roman à partir de ton histoire. Donc c'est exactement ce que vous venez de dire. Et évidemment, le titre, c'est évocation de mémorial. Exactement. C'est pas mémorial, c'est évocation. Exactement. Et ça, c'est la phrase que vous avez lue est très importante, parce qu'il y a quelque chose d'impossible dans le livre. C'est-à-dire, quelque part, il est certainement impossible de faire un roman à partir de cette histoire. Mais justement, c'est le fait de me frotter à cette impossibilité-là, c'est ça qui fait le texte. Pour moi, le texte littéraire, c'est comme une sorte d'étincelle. On a besoin de frotter deux objets entre eux pour que l'étincelle apparaisse et surgisse devant nous. Et c'est ça que j'ai essayé un petit peu de faire. Et le terme évocation est important aussi, merci de le souligner, parce que quand on parle d'évocation, on parle d'un effort pour se rappeler quelque chose, mais d'une manière très légère, j'allais dire légère dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'une manière qui évite les enfermements dans des réponses précises, des vérités, comme je disais tout à l'heure. Évocation, c'est quelque chose, voilà, une manière de réfléchir, de se remémorer, tout en laissant ouvert la possibilité de revenir, de réfléchir, de reconsidérer cette histoire, etc. Voilà. Merci. Je pense qu'on va conclure. Je me permets une dernière petite remarque. Je trouve que la couverture est très réussie. Parce que c'est l'anonymat de la personne, mais qui est très présente. Et donc, oui, comme je disais, bien réussi. J'ai une dernière petite question frivole. Je transmettrai la remarque effectivement à la personne qui a fait la couverture. Une petite question frivole. Donc, vous avez passé 3 ans à Oxford, oui. Et vous êtes maintenant à Chicago. Tout à fait. Le monde académique américain est-il très différent du monde académique d'Oxford? Oui, assez différent, oui. Je pense que le fait d'être passé de Oxford aux États-Unis m'a beaucoup aidé, justement aux États-Unis, dans le sens où je me souviens très bien d'Oxford parce que c'était vraiment 3 années magnifiques où j'ai écrit ma thèse, mais où j'ai participé, assisté à un nombre incalculable de rencontres, de conférences, etc. Je pense que ça m'a forgé et ça m'a préparé justement à l'enseignement aux États-Unis. Maintenant, je dirais que ce sont deux modèles assez distincts. Aux États-Unis, s'il faut isoler un aspect qui me paraît extrêmement important, il y a cette notion d'interdisciplinarité qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, je trouve que dans le monde américain, le monde académique américain, j'ai l'impression qu'il y a plus de dialogue ou d'échange entre les disciplines. Donc, il y a une forme comme ça d'ouverture interdisciplinaire qui est extrêmement importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'ici à Oxford, il n'y a pas d'ouverture interdisciplinaire, mais je dirais qu'à Oxford, il y a aussi cette notion de spécialisation dans des domaines, dans des époques, dans des espaces culturels ou littéraires. Et je pense que la combinaison des deux modèles est très intéressante. Je pense qu'il faut à la fois maîtriser, on va dire, son sujet de manière approfondie,
Et ça, je pense que quand je repense à Oxford, c'est quelque chose que j'ai aussi appris ici, tout en étant dans un échange et dans un dialogue permanent avec d'autres disciplines. Et ça rejoint ce que je disais sur l'écriture, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas écrire d'une seule manière. En fait, on est obligé de s'inspirer d'autres écrivains, d'autres traditions, d'autres courants. Donc, on lit énormément et c'est comme ça qu'on nourrit notre écriture. La dernière chose que je dirais, c'est la question de la langue. Oui. Voilà. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, j'enseigne à la fois en français et en anglais. Donc, j'utilise peut-être un peu plus le français aujourd'hui aux États-Unis parce qu'il y a aussi cette volonté de faire, de donner accès au français et aux littératures francophones à des étudiants américains qui viennent qui apprennent le français ou qui ont peut-être étudié le français pendant 3 ou 4 ans. On les accompagne et on essaie de faire en sorte qu'ils découvrent des textes francophones. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que être capable comme ça de passer d'une langue à une autre. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte, par exemple, des fois, je sais pas, ça vous arrive certainement pour celles et ceux qui sont bilingues ou trilingues, c'est que quand je réfléchis à une idée, il y a un mot en anglais qui sort, qui vient plus vite que le mot en français. Et l'inverse. Un mot en français ou même un mot en arabe, par exemple, qui des fois apparaît alors que j'ai du mal à trouver le français ou j'ai du mal à trouver l'anglais. Et je pense qu'on vit nécessairement comme ça dans une position d'entre-deux, voire d'entre-trois, où on est obligé à chaque fois de s'adapter à une langue, à un univers, et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de l'expérience qu'on peut avoir. C'est être capable comme ça de passer d'une langue à une autre. Merci beaucoup, ça conclut très bien parce que, comme vous le savez, donc, la mission de l'Alliance française, c'est aussi le dialogue interculturel. Voilà, donc c'est parfait. Je vous remercie. Merci On a vraiment beaucoup. eu la chance de vous avoir.